Bonjour, bienvenue. Voici donc le chapitre 7, un curieux logis. Le lendemain matin, Bilbo se réveilla avec le soleil dans les yeux. Il sauta sur ses pieds pour regarder l'heure et aller mettre sa bouilloire sur le feu. Et il s'aperçut qu'il n'était pas dans sa maison. Il s'assit donc et souhaita en vain pouvoir se laver et se donner un coup de brosse. Il ne put ni l'un ni l'autre, non plus qu'il n'eût du thé, des rôtis, du bacon pour son petit déjeuner, composé seulement de moutons et de lapins froids. Après quoi il dut s'apprêter à un nouveau départ. Cette fois, il lui fut permis de grimper sur le dos d'un aigle et de se cramponner entre ses ailes. L'air se précipitait au-dessus de lui, et il ferma les yeux. Les nains criaient des adieux et promettaient de s'acquitter envers le seigneur des aigles si jamais ils le pouvaient, comme 15 grands oiseaux s'élevaient du flanc de la montagne. Le soleil était encore tout proche des crêtes orientales. Le matin était frais. Des brouillards séjournaient encore dans les vallées où les creux entouraient par-ci par-là les pics et les sommets. Bilbo, risquant un œil pour regarder, vit que les oiseaux étaient déjà très hauts, que le monde était très loin et que les montagnes s'effaçaient derrière eux. Il referma les yeux et se cramponna encore davantage. « Ne pincez pas !» dit son aigle. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur comme un lapin, même si vous en avez assez l'air. C'est une belle matinée et il y a peu de vent. Qu'y a-t-il de meilleur que de voler ?» Bilbo aurait bien répondu un bon bain chaud et après cela un petit déjeuner tardif sur la pelouse. Mais il estima plus sage de ne rien dire du tout et de relâcher très légèrement sa prise. Après un long temps, les aigles durent avoir repéré leur but, même de leur grande altitude, car ils commencèrent à descendre en large spirale. Ils firent longuement, et finalement, le hobbit rouvrit les yeux. La terre était beaucoup plus proche, et sous eux, il y avait des arbres, des chênes et des ormes, semblait-il. De vastes étendues d'herbage et une rivière qui courait à travers tout cela. Mais pointant hors du sol se voyait, juste au milieu de la rivière qui s'envolait autour, un grand rocher, presque une colline de pierre, semblable à un dernier avant-poste des lointaines montagnes ou à un énorme fragment, projeté à des milles dans la plaine par quelques géants. Rapidement, à présent, les aigles foncèrent l'un après l'autre sur le sommet de ce rocher, où ils déposèrent leurs passagers. « Bonne chance !» crièrent-ils. « Où que vous alliez, jusqu'à ce que vos airs vous reçoivent à la fin du voyage. » C'est la formule de politesse en usage chez les aigles. « Que le vent sous vos ailes vous porte où le soleil fait route et où la lune chemine, » répondit Gandalf, qui connaissait la réponse convenable. Ainsi se séparèrent-ils. Et bien que le seigneur des aigles devint par la suite le roi de tous les oiseaux, et portait une couronne d'or, comme ses 15 chefs d'école d'or également, fait du métal offert par les nains, Bilbo ne le revit jamais, hormis de très loin et très haut, dans la bataille des 5 armées. Mais comme celle-ci ne deviendra que à la fin de ce récit, je n'en dirai pas davantage pour l'instant. Il y avait au sommet de la colline de pierre un espace plat, et un sentier qui accusait un long usage et comptait de nombreuses marches. On descendait jusqu'à la rivière, au travers de laquelle un gué de grandes pierres plates menait aux prairies d'au-delà. Au pied des marches, et près du gué empierré, il y avait une grotte salubre, au sol couvert de cailloux. Le groupe s'est réuni là pour discuter de ce qu'il y avait lieu de faire. « J'avais toujours eu l'intention que vous arriviez sains et saufs, dans la mesure du possible, de l'autre côté des montagnes, dit le magicien. Or, grâce à une bonne direction,
et aussi à la chance, c'est maintenant chose faite. En vérité, nous nous trouvons à présent beaucoup plus loin à l'est que je ne m'étais jamais proposé de vous accompagner. Car, après tout, ceci n'est pas mon aventure. Il se peut que j'y remette le nez avant que tout soit terminé, mais en attendant, je dois m'occuper d'autres affaires urgentes. Les nains gémirent, l'air fort affligé, et Bilbo pleura. Ils avaient fini par croire que Gandalf allait les accompagner jusqu'au bout, et qu'il serait toujours là pour les tirer des mauvais pas. « Je ne vais pas disparaître dans l'instant, dit-il. Je puis vous accorder encore un jour ou deux. Je pourrais probablement vous aider à sortir de votre situation présente, et j'ai moi-même un peu besoin d'aide. Nous n'avons pas de vivres, pas de bagages, pas de poney à monter, et vous ignorez où vous vous trouvez. Eh bien, je puis vous le dire. Vous êtes encore à quelques milles au nord du chemin que nous aurions dû suivre si nous n'avions quitté en hâte le passage dans la montagne. Il y a très peu d'habitants dans cette région, à moins qu'ils n'en soient venus depuis mon dernier passage par ici, c'est-à-dire depuis quelques années. Mais je sais quelqu'un qui ne demeure pas loin. C'est ce quelqu'un qui a taillé les marches du grand rocher, le Carrock, l'appelle-t-il, à ce que je crois savoir. Il ne vient pas souvent de ce côté, certainement pas de jour, et rien ne servirait de l'attendre. En fait, ce serait fort dangereux. Il nous faut aller à sa recherche. Et si tout va bien, lors de notre rencontre, je crois que je vous laisserai en vous souhaitant, comme les aigles, chance où que vous alliez. Ils le supplièrent de ne point les abandonner. Ils lui offrirent de l'or des dragons, de l'argent et des joyaux, mais il ne voulut pas changer d'idée. Nous verrons, dit-il. Et je crois avoir déjà mérité un peu de votre or des dragons quand vous l'aurez repris. Après quoi, ils cessèrent d'insister. Ils retirèrent alors leurs vêtements et se baignèrent dans la rivière, qui était peu profonde, claire et pierreuse à l'endroit du gué. Quand ils se furent séchés au soleil, qui était à présent fort et chaud, ils se sentirent rafraîchis, bien qu'encore moulus et qu'ils eussent un peu faim. Bientôt ils passèrent le gué, portant le hobbit, et commencèrent leur marche dans la haute herbe verte et le long des rangées de chênes aux grands bras des ormes élancés. « Et pourquoi l'appelle-t-on le Carrock ?» demanda Bilbo tout en cheminant aux côtés du magicien. « Il l'a appelé Carrock parce que Carrock est le mot qu'il emploie pour cela. Il appelle les choses de ce genre des Carrocks. Et ceci est le Carrock, parce que c'est le seul qui soit près de chez lui et qu'il le connaît bien. »« Mais qui l'appelle ainsi? Qui le connaît ?»« Le quelqu'un dont j'ai parlé. Un très grand personnage. Vous devrez tous être très polis quand je vous présenterai. Je le ferai lentement, deux par deux, je pense, et il vous faudra prendre garde de ne pas l'ennuyer. Il le faudra. Ou Dieu sait ce qui se passera. Il peut être effroyable quand il est en colère, bien qu'il se montre assez bienveillant quand on ne le contrarie point. Mais je vous en préviens, il se courrouce facilement. » Les nains se rapprochèrent tous quand ils entendirent le magicien parler ainsi à Bilbo. « Est-ce là la personne auprès de laquelle vous nous amenez à présent ?» demandèrent-ils. « Ne pourriez-vous trouver quelqu'un d'humeur plus facile? Ne feriez-vous pas mieux de tout expliquer un peu plus clairement ?» Et ainsi de suite. « Oui, certes. Non, je ne le pourrais pas. Et j'expliquais très clairement, répliqua le magicien avec mauvaise humeur. S'il faut que vous en sachiez davantage, il s'appelle Béorn. Il est très fort et c'est un changeur de peau. »« Quoi? Un pelletier? Un homme qui donne des noms fantaisistes aux lapins quand il ne fait pas de sa peau de l'écureuil ?» demanda Bilbo. « Seigneur, mon Dieu, non, 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 non !» s'écria Gandalf. « Ne soyez pas stupide, monsieur Baggins. Si vous pouvez l'éviter, et par tous les prodiges, ne prononcez pas de nouveau le mot de pelletier tant que vous vous trouverez à moins de 100 milles de sa maison. Non plus que de ceux de couverture, d'étole, de manchon, ou tout autre mot malheureux de ce genre. C'est un changeur de peau. Il sent le chapeau.
Parfois c'est un énorme ours noir, parfois un homme fort et de grande taille, avec d'immenses bras et une longue barbe. Je ne puis pas vous dire grand-chose de plus. Cela doit d'ailleurs vous suffire. D'aucuns disent que c'est un ours descendant de grands et anciens ours des montagnes qui vivaient là avant l'arrivée des géants. D'autres que c'est un homme descendant des premiers hommes qui vivaient avant que Smaug et les autres dragons ne vivent dans cette partie du monde, et avant que les gobelins n'arrivassent du nord dans les montagnes. Je n'en sais rien, mais je pencherai assez pour la deuxième version. Il n'est pas de ceux à qui l'on peut poser des questions. En tout cas, il n'est soumis à aucun autre enchantement que le sien propre. Il habite dans une chênaie où il a une grande maison de bois, et, comme un homme, il entretient du bétail et des chevaux presque aussi étonnants que lui-même. Il travaille pour lui et lui parle. Il ne les mange pas, non plus qu'il ne les chasse ni ne mange les bêtes sauvages. Il a un grand nombre de ruches d'abeilles féroces, et il vit principalement de crème et de miel. Comme ours, il vagabonde de tous côtés. Je l'ai vu une fois tout seul, assis, la nuit, au sommet du Caroc, observant la lune qui descendait vers les monts brumeux. Et je l'ai entendu grogner dans le langage des ours. Le jour viendra où ils périront et où je retournerai là-bas. C'est ce qui me donne à croire qu'il était lui-même venu autrefois des montagnes. Bilbo et les nains avaient à présent ample matière à réflexion, et ils ne posèrent plus de questions. Ils avaient encore une longue route à parcourir. Par monts et par vaux, ils poursuivirent leur chemin. Il commençait à faire très chaud. Parfois, ils se reposaient sous les arbres, et alors Bilbo ressentait une telle faim qu'il aurait mangé des aiglons, s'ils avaient été assez mûrs pour tomber à terre. Vers le milieu de l'après-midi, ils remarquèrent que de grandes plaques de fleurs avaient commencé de surgir, toutes de mêmes espèces, poussant ensemble comme si elles avaient été plantées. Il y avait en particulier du trèfle, de grands carrés ondulants de sainfoin, de trèfle incarnat et de larges bandes de mélilot blanc à odeur de miel. Il y avait dans l'air un bourdonnement, un bruissement, un vrombissement. Des abeilles s'affairaient partout. Et quelles abeilles! Bilbo n'avait jamais rien vu de semblable. Si l'une d'elles me piquait, pensa-t-il, j'enflerais jusqu'au double de ma taille. Elles étaient plus grosses que des frelons. Les faux-bourdons étaient plus grands que le pouce, semblement, et les bandes jaunes de leur corps d'un noir profond brillaient comme de l'or ardent. Nous nous approchons, dit Gandalf. Nous voici à la lisière de ces pâturages à abeilles. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une ceinture de grands et très anciens chênes, puis à une haute haie d'épineux à travers laquelle on ne pouvait ni voir ni se glisser. « Vous feriez mieux d'attendre ici, » dit le magicien au nain. « Et quand j'appellerai ou sifflerai, commencez à me suivre. Vous verrez le chemin que je prendrai, mais seulement par paire, notez-le, à 5 minutes d'intervalle. Bombure, qui est le plus gros, comptera pour 2. Mieux vaut qu'il vienne seul et en dernier. Venez, monsieur Baggins. Il y a une porte quelque part par ici. » Sur ces mots, il partit le long de la haie, emmenant avec lui le hobbit effrayé. Ils arrivèrent bientôt à une porte de bois, haute et large, au-delà de laquelle ils purent voir des jardins et un groupe de bâtiments bas, en bois, dont certains étaient couverts de chaume et faits de troncs non façonnés. Des granges, des écuries, des étables et une longue et basse maison de bois. À l'intérieur de la haie, exposée au midi, se trouvaient de nombreuses rangées de ruches aux toits de paille en forme de cloche. L'air retentissait du bruit des abeilles géantes qui allaient et venaient, entraient et sortaient. Le magicien et le hobbit poussèrent la lourde porte, grinçante, et suivirent une large piste en direction de la maison. Des chevaux, très luisants et bien pensés, traversèrent le pré en trottant et les observèrent attentivement de leurs têtes intelligentes. Après quoi, ils partirent au galop vers les bâtiments. « Ils sont allés prévenir de l'arrivée d'étrangers, » dit Gandalf.
Ils atteignirent bientôt une cour dont la maison de bois et ses 2 longues aires, elles, formaient 3 côtés. Au centre était couché un grand tronc de chêne environné de nombreuses branches coupées. Debout, à côté, était un orme énorme, qui avait une chevelure et une barbe noire et épaisse, de grands bras nus et des jambes aux muscles noueux. Il était vêtu d'une tunique de laine qui lui descendait jusqu'aux genoux, et il s'appuyait sur une grande hache. Les chevaux se tenaient à côté de lui, le museau contre son épaule. « Peu, les voici, dit-il aux chevaux. Ils ne paraissent pas bien dangereux. Vous pouvez partir. » Il eut un grand rire sonore, posa sa hache et s'avança. « Qui êtes-vous et que désirez-vous » demanda-t-il d'un ton bourru, debout devant eux et dominant de haut la stature de Gandalf. Quant à Bilbo, il aurait aisément pu trotter entre ses jambes sans même rentrer la tête pour éviter la frange de la tunique brune. « Je suis Gandalf, » dit le magicien. « Je n'ai jamais entendu parler de lui, » grogna l'homme. « Et qu'est-ce que ce petit homme » ajouta-t-il en se baissant pour froncer ses sourcils noirs et broussailleux sur le hobbit. « C'est Monsieur Baggins, un hobbit de bonne famille et de réputation inattaquable, » dit Gandalf. Bilbo s'inclina. Il n'avait pas de chapeau à retirer et le sentiment de l'absence d'un grand nombre de ses boutons s'imposa péniblement à lui. « Je suis un magicien, » poursuivit Gandalf. « J'ai entendu parler de vous, si vous n'avez pas entendu parler de moi. Mais peut-être connaissez-vous mon bon cousin Radagast, qui habite aux lisières sud de Mirkwood. »« Oui, il n'est pas mal pour un magicien, il me semble. »« Je le voyais autrefois de temps à autre, » dit Béorn. « Eh bien, maintenant que je sais qui vous êtes, ou ce que vous dites être, que voulez-vous » ? Pour être franc, nous avons perdu notre bagage et quelque peu notre chemin. Nous avons aussi besoin d'aide et tout au moins de conseils. Je dois dire que nous avons passé un mauvais quart d'heure avec les gobelins dans les montagnes. « Les gobelins » dit l'homme de haute stature d'un ton moins rébarbatif. « Oh oh ! Ainsi vous avez eu des difficultés avec ceux-là, hein ? Pourquoi les aviez-vous approchés ? Telle n'était pas notre intention. Ils nous ont surpris la nuit dans un col que nous devions passer. Nous venions des terres de l'Ouest, dans ces régions. C'est une longue histoire. »« Eh bien, vous feriez mieux d'entrer et de me le raconter en partie, si cela ne doit pas prendre toute la journée, » dit l'homme, le précédant par une porte sombre qui menait de la cour dans la maison. L'ayant suivi, ils se trouvèrent dans une grande salle, au centre de laquelle il y avait un foyer. Bien que ce fût l'été, il y brûlait un feu de bois, et la fumée s'élevait jusqu'au chevron noirci à la recherche de l'issue offerte par une ouverture dans le toit. Ils traversèrent cette salle obscure, uniquement éclairée par le feu et par le trou, qui le surmontait, et ils arrivèrent à une autre porte, plus petite, dans une sorte de véranda soutenue par des poteaux faits de simples troncs d'arbres. Elle était exposée au midi. Il faisait encore chaud et elle était emplie de la lumière du soleil qui se dirigeait vers l'ouest. Il tombait de biais et se répandait aussi sur le jardin plein de fleurs qui montait jusqu'aux marches. Ils s'assirent là, sur des bancs de bois, et Gandalf entama son récit. Tandis que Bilbo balançait ses jambes et contemplait les fleurs du jardin, se demandant quel pouvait en être le nom, car il n'en a jamais vu de pareil jusque-là. « Je traversais les montagnes avec un ou deux amis, » dit le magicien. « Ou deux, » dit Béorn. « Je n'en vois qu'un, et un petit pour autant. » Eh bien, à vrai dire, je ne voulais pas vous encombrer d'un grand nombre de personnes avant d'avoir vu si vous étiez occupé ou non. Je vais appeler, si vous le permettez. Allez-y, appelez. Gandalf lança donc un long et strident sifflement. Bientôt, Thorin et Dori, montés par l'allée du jardin, contournèrent la maison et vinrent faire de profondes courbettes devant eux. « Un ou trois, vous voulez dire, à ce que je vois, » dit Béorn. « Mais ceux-ci ne sont pas des hobbits, mais des nains. »« Thorin Oakenshield pour vous servir, »
Dory pour vous servir, dirent les nains, s'inclinant de nouveau. Je n'ai pas besoin de vos services, merci, dit Béorn. Mais sans doute avez-vous besoin des miens. Je n'aime pas trop les nains, mais s'il est vrai que vous êtes taurin, fils de Train, fils de Tror, je pense, que votre compagnon soit honorable, que vous soyez ennemi des gobelins et que vous vous proposiez de commettre aucun méfait sur mes terres. Quelles sont vos intentions, au fait? Ils sont en chemin pour aller visiter le pays de leur père, là-bas, dans l'Est, au-delà de Mirkwood, dit Gandalf, intervenant, et c'est tout à fait par accident que nous nous trouvons actuellement sur vos terres. Nous passions par le haut col, lequel aurait dû nous amener à la route qui se trouve au sud de votre pays, quand nous avons été attaqués par les mauvais gobelins, comme j'allais vous le dire. Eh bien, continuez à raconter, alors, dit Béorn, qui n'était jamais très poli. Il y a eu un orage terrible. Les géants de pierre étaient sortis et projetaient des rochers, à l'entrée du col. Le hobbit, moi et quelques-uns de nos compagnons, nous nous sommes réfugiés dans une grotte. Appelez-vous donc de quelques-uns? Non, en fait, nous étions plus de 2. Mais où sont-ils? Tués, mangés, rentrés chez eux? Eh bien, non, il semble qu'ils ne soient pas tous venus quand j'ai sifflé. Par timidité, sans doute. Nous craignons beaucoup de former un groupe un peu nombreux à recevoir, vous comprenez? Allez-y, sifflez encore. Je suis bon pour une partie, à ce qu'il paraît. Un ou deux de plus ne feront pas une grande différence. Grogna Béorn. Gandalf lança un nouveau sifflement. Mais Nori et Ori furent là presque avant qu'il ne s'arrêtât, car il leur avait prescrit de venir par paire toutes les 5 minutes. Rappelez-vous. Salut, dit Béorn. Vous êtes venus assez vite. Où vous cachez-vous donc? Allons, mes diables à ressort. Nori, pour vous servir. Ori, pour... commencèrent-ils, mais Béorn les interrompit. Merci. Quand je voudrais votre assistance, je vous le demanderai. Asseyez-vous et continuons avec votre récit. Sans quoi l'heure du souper arrivera avant qu'il ne soit achevé. Aussitôt que nous fûmes endormis, reprit Gandalf, une crevasse dans le fond de la grotte s'ouvrit. Des gobelins en sortirent qui se saisirent du hobbit, des nains et de notre troupe de poneys. Une troupe de poneys? Mais qu'étiez-vous donc? Un cirque ambulant? Où transportiez-vous une quantité de marchandises? Ou bien appeliez-vous toujours 6 une troupe? Oh non! En vérité, il y avait plus de 6 poneys, car nous étions plus de 6. Et en voici 2 autres. À ce moment, parurent Balin et Dwalin, qui s'inclinèrent si bas que leur barbe balaya le sol dallé. Le grand homme commença par froncer les sourcils, mais ils s'éventuèrent à être terriblement polis, et ils continuèrent si bien à hocher la tête, à se courber, à saluer et à agiter leurs capuchons devant leurs genoux, selon toutes les convenances en cours chez les nains, qu'il finit par abandonner son renfrognement pour laisser échapper un rire convulsif tant ils étaient comiques. « Troupe était le mot exact, dit-il. Et belle troupe comique. Entrez, joyeux drille. Et comment vous appelez-vous, vous? Je n'ai pas besoin de vos services pour l'instant. Je ne veux connaître que vos noms. Après quoi, cessez de vous balancer et asseyez-vous. Balin et Dwalin, dirent-ils, n'osant s'offusquer. Et ils s'assirent d'un coup à terre, l'air assez surpris. Alors, reprenez votre récit, dit Béorn au magicien. Où en étais-je? Ah, oui. Moi, je ne fus pas saisi. Je tuais 1 ou 2 gobelins d'un éclair. Bien, grogna Béorn. Il sert donc à quelque chose d'être magicien. Et je me glissai dans la crevasse avant qu'elle ne se refermât. J'allai jusque dans la grande salle qui était pleine de gobelins. Le grand gobelin se trouvait là avec 30 ou 40 gardes en armes. Je pensais, même s'ils n'étaient pas enchaînés tous ensemble, que pourrait-il faire à une douzaine contre un tel nombre? Une douzaine? C'est la première fois que j'entends parler 8, une douzaine. Eh bien, avez-vous encore quelques diables qui ne soient pas encore sortis de leur boîte? Eh bien oui, il semble qu'en voilà justement une paire.
Fili et Kili, je crois, dit Gandalf, tandis que ces deux apparaissaient et se tenaient là, souriant et saluant. Ah, c'est assez, dit Béorn. Asseyez-vous et taisez-vous. Continuez, Gandalf. Gandalf poursuivit donc son récit, et il en arriva au combat dans l'obscurité, à la découverte de la porte d'en bas et leur horreur en constatant l'absence de M. Baggins. Nous comptons, nous vîmes qu'il n'y avait pas de hobbits. Nous n'étions plus que 14. 14 ? Mais c'est la première fois que j'entends dire que 10 moins 1 égale 14. Vous voulez dire 9 ? Ou bien, vous ne m'avez pas encore nommé tous les membres de votre groupe. Oh, bien sûr. Vous n'avez pas encore vu O1 et Glo1. Ah, bah, tiens, les voici. J'espère que vous leur pardonnerez leur importunité. Oh, qu'ils viennent, tous. Venez, vous deux, dépêchez-vous de vous asseoir. Mais dites-moi, Gandalf, encore maintenant, nous n'avons ici que vous, 10 nains et le hobbit que vous aviez perdu. Cela ne fait que 11, plus un égaré. Et non 14. À moins que le magicien n'ait une façon particulière de compter. Mais bon, je vous en prie, continuez votre narration. Béorn ne le montrait pas plus qu'il ne pouvait l'éviter, mais en réalité il avait commencé d'être fort intéressé. Dans l'ancien temps, il avait connu la partie même des montagnes que Gandalf décrivait. Vous comprenez ? Il hocha la tête en grognant au récit de la réapparition du Hobbit, de leur dégringolade dans les boulis et du cercle de loups dans la forêt. Quand Gandalf en arriva à leur grimper aux arbres avec les loups assemblés en dessous, il se leva et se mit à arpenter la pièce en murmurant. « J'aurais bien voulu être là. Je leur aurais donné mieux que des feux d'artifice. » « Enfin, j'ai fait de mon mieux, » dit Gandalf, enchanté de voir que son récit produisait une bonne impression. Nous étions là, avec les loups pris de folie en dessous de nous, et la forêt qui commençait à s'embraser, quand les gobelins descendirent des montagnes et nous découvrirent. Ils poussèrent des hurlements de joie et chantèrent des chansons dans lesquelles ils se moquaient de nous. 15 oiseaux dans 5 sapins. Seigneur, grogna Béorn, n'allez pas prétendre que les gobelins ne savent pas compter. Ils le peuvent fort bien. 12 ne font pas 15, et ils le savent. C'est juste. Il y avait aussi Bifur et Bofur. Je ne me suis pas risqué à les présenter plus tôt, mais les voici. Entrèrent alors Bifur et Bofur. « Et moi » dit Bombur, tout essoufflé, qui se rengorgeait par derrière. Il était gros et irrité aussi d'avoir été laissé pour la fin. Refusant d'attendre 5 minutes de plus, il suivait immédiatement sur les talons des deux autres. « Et maintenant, vous êtes en effet 15, puisque les gobelins savent compter. Je suppose que c'est là tous ceux qui se trouvaient derrière les arbres. Alors, peut-être pourrons-nous achever l'histoire sans autre interruption. » M. Baggins vit alors toute l'habileté de Gandalf. Les interruptions avaient vraiment accru l'intérêt de Béorn pour l'histoire, et l'histoire l'avait empêché de renvoyer aussitôt les nains comme des mendiants suspects. Il n'invitait jamais personne à entrer chez lui, quand il pouvait l'éviter. Il avait très peu d'amis, et ceux-ci habitaient assez loin, et il n'en invitait jamais plus de 2 à la fois. À présent, il avait 15 étrangers assis sous son toit. Quand le magicien eut fini son récit et raconté leur sauvetage par les aigles, ainsi que la façon dont ils avaient été transportés jusqu'au Carrock, le soleil s'était couché derrière les cimes et les monts brumeux. Et dans le jardin de Béorn, les ombres s'étaient allongées. « Une très bonne histoire, dit-il. La meilleure que j'ai entendue depuis longtemps. Si les mendiants pouvaient en raconter une aussi bonne, peut-être rencontreraient-ils chez moi plus d'amabilité. Il se peut que vous l'ayez entièrement forgée, bien sûr, mais vous n'en méritez pas moins un souper. Mangeons donc un morceau. »« Oh, oui, s'il vous plaît » dirent-ils tous à la fois. « Merci beaucoup » Dans la salle, il faisait maintenant tout à fait noir. Béorn claqua des mains, et ils entrèrent en trottant 4 magnifiques poneys blancs et plusieurs grands chiens gris au corps allongé.
Béorn leur dit quelque chose dans un curieux langage, semblable à des bruits d'oiseaux transformés en paroles. Ils ressortirent et revinrent bientôt portant dans leur gueule des torches qu'ils allumèrent au feu et plantèrent dans les supports bas, accrochés aux colonnes de la salle, autour de l'âtre central. Les chiens pouvaient se tenir, quand ils le voulaient, sur leurs pattes de derrière et porter des objets avec celles de devant. Ils sortirent rapidement des murs latéraux des planches et des tréteaux qu'ils dressèrent près du feu. Et puis, on entendit « Bé, bé, bé !» et entrèrent des moutons d'une blancheur de neige, menés par un grand bélier noir comme jet. L'un d'entre eux portait une nappe blanche, brodée sur les bords de motifs d'animaux. D'autres portaient sur leur large dos des plateaux contenant des bols, des écuelles, des couteaux et des cuillères de bois, que les chiens prirent et disposèrent vivement sur les tréteaux. Ceux-ci étaient très bas, assez bas pour que même Bilbo puisse y être confortablement assis. Des deux côtés, un poney poussa 2 bancs, peu élevés, à large dessus paillé, et petits pieds courts et épais pour Gandalf et Thorin. Tandis que, à l'autre bout, il plaçait un grand fauteuil noir pour Béorn, dans lequel il s'asseyait, et ses grandes jambes étendues sous la table. C'étaient là tous les sièges qu'il avait dans sa salle, et sans doute les avait-il voulus bas comme la table pour la commodité des étonnants animaux qui le servaient. Sur quoi devaient s'asseoir les autres? On ne les oublia point. Les autres poneys arrivèrent, faisaient rouler de grands tronçons d'arbres en forme de tambour, lissés et cirés, assez bas même pour Bilbo. Ainsi furent-ils bientôt tous assis autour de la table de Béorn, et la salle n'avait pas vu pareille réunion depuis bien des années. Là, ils eurent un souper, ou un dîner, tel qu'ils n'en avaient pas goûté depuis leur départ de la dernière maison simple dans l'ouest, et leurs adieux à Elrond. Les torches et le feu projetaient autour d'eux leurs lueurs vacillantes, et sur la table se trouvaient 2 hautes bougies de cire d'abeille rouge. Pendant tout le temps qu'ils mangeaient, Béorn raconta de sa voix profonde et grasseyante des histoires relatives aux terres sauvages de ce côté des montagnes, et particulièrement à la forêt sombre et dangereuse qui s'étendait loin vers le nord et vers le sud, à 1 jour de chevaucher, leur barrant la route de l'est, la terrible forêt de Mirkwood. Les nains écoutèrent en agitant leur barbe, car ils savaient qu'il leur faudrait bientôt s'aventurer dans cette forêt, et qu'après les montagnes, c'était le pire des dangers qu'ils avaient encore à affronter avant d'arriver à la forteresse du dragon. Le dîner achevé, ils se mirent à conter des histoires à eux, mais Béorn donna des signes de somnolence et ne leur prêta pas grande attention. Il parlait surtout d'or, d'argent, de joyaux et de la fabrication d'objets forgés, et Béorn ne semblait pas s'intéresser à ce genre de choses. On ne voyait aucun objet en or ou en argent dans sa salle, et il n'y avait guère que les couteaux qui fussent faits de métal. Ils restèrent longtemps à table, avec leurs bols de bois remplis d'hydromel. La nuit tomba au dehors. On ranima avec des bûches neuves les feux au centre de la salle, et les torches furent éteintes. Et ils demeurèrent assis là, dans la lueur des flammes dansantes entre les piliers de la maison qui se dressaient haut derrière eux, sombres à leur sommet comme les arbres de la forêt. Que ce fût par enchantement ou non, Bilbo crut entendre remuer dans les chevrons un son semblable à celui du vent dans les branches et au ululement des hiboux. Bientôt il commença d'être pris de somnolence, et les voix lui semblaient se faire très lointaines, quand soudain il se réveilla en sursaut. La grande porte avait grincé et claqué. Béorn était parti. Les nains étaient accroupis, jambes croisées autour du feu, et bientôt ils commencèrent à chanter. Voici un exemple de leur vers, mais il y en eut beaucoup d'autres, et leur chant se poursuivit longtemps. Le vent soufflait sur la lande desséchée, mais dans la forêt, pas une feuille ne remuait. Là, les ombres régnaient la nuit et le jour, et de noires choses rampaient silencieusement dessous. Le vent descendait, froid, des montagnes,
et, comme une marée, mugissait et roulait. Les branches gémissaient, la forêt lamentait, et les feuilles étaient répandues sur l'humus. Le vent passa de l'ouest à l'est. Tout mouvement dans la forêt cessa, mais sur les marais, aigres et stridents, furent lâchés ces tons sifflants. Les herbes bruissaient, la tête courbée, les roseaux vibraient, il passa. Par-dessus la mare ridée sous les cieux froids, où les nuages rapides étaient déchirés. Il franchit la montagne solitaire et nue, et battit la surface de l'antre du dragon. Là, noirs et sombres, gisaient des pierres rigides, et dans l'air flottait une fumée. Il quitta le monde et prit son vol. Au-dessus de l'océan de la nuit, la lune mit à la voile sur la bonne brise, et les étoiles furent emportées devant la lumière jaillissante. Bilbo retomba dans sa somnolence. Soudain, Gandalf se dressa. « Il est temps de dormir, dit-il. Pour nous, mais pas pour Béorn, je pense. Dans cette salle, nous pouvons nous reposer à fond et en toute sécurité. Mais je vous mets tous en garde d'oublier ce que Béorn a dit avant de nous quitter. Vous ne devez pas vous égarer au dehors, sinon à vos risques et périls, avant le lever du soleil. » Bilbo vit que les lits étaient déjà faits. Sur une sorte de bas-flanc qui s'étendait entre les piliers et les murs extérieurs, et pour lui, il y avait un petit matelas de paille et des couvertures de laine. Il s'y blottit avec grand plaisir, bien que ce fût l'été. Le feu baissait, et il sombra dans le sommeil. Il se réveilla toutefois au milieu de la nuit. Le feu s'était alors réduit à quelques braises. Les nains et Gandalf dormaient tous, à en juger par leur respiration. Une éclaboussure blanche tombait à la verticale de la lune sur le parquet par l'ouverture ménagée dans le toit pour la fumée. Il y eut à l'extérieur une sorte de grognement, et un son semblable à celui de quelques grosses bêtes en train de piétiner derrière la porte. Bilbo se demanda de quoi il s'agissait. Si ce n'était pas Béorn sous sa forme enchantée, et s'il n'allait pas venir, comme ours, les tuer. Il plongea sous ses couvertures, se cacha la tête, et retomba finalement dans le sommeil en dépit de toutes ses craintes. Le jour était tout à fait levé quand il se leva. Un des nains avait basculé par-dessus lui dans l'ombre où il se trouvait, et il avait roulé en un choc sourd du bas-flanc sur le parquet. C'était Beaufur, et il ronchonnait à ce sujet quand Bilbo ouvrit les yeux. « Debout, flemmard !» dit-il. « Sans quoi vous ne restera plus de petit déjeuner. » Bilbo sauta à terre. « Le petit déjeuner !» s'écria-t-il. « Où est le petit déjeuner ?» Pour la grande part dans nos estomacs, répondirent les autres nains, qui allaient et venaient dans la salle. Mais ce qu'il en reste est dans la véranda. Depuis le lever du soleil, nous cherchons partout Béorn, mais nous ne voyons trace de lui nulle part. Bien que nous ayons trouvé le petit déjeuner servi, dès que nous avons mis les pieds dehors. « Et où est Gandalf ?» demanda Bilbo, tout en se dirigeant aussi vite que possible vers l'endroit où il pouvait trouver quelque chose à manger. « Oh, quelque part par là !» répondit-on. Mais de toute la journée, il ne trouva le magicien. Juste avant le coucher du soleil, Gandalf fit son entrée. Dans la salle où le hobbit et les nains soupaient, servis par les étonnants animaux de Béorn, comme il l'avait été tout au long de la journée. Mais Béorn, il ne l'avait pas vu. Il n'en avait eu aucune nouvelle depuis la veille au soir, ce qui commençait à les inquiéter. « Où est notre hôte ? Et où avez-vous été vous-même durant toute cette journée ?» s'écrièrent-ils tous ensemble. « Une question à la fois, et pas avant la fin du souper.
n'ai pas mangé le plus petit morceau depuis le petit déjeuner. » Enfin, Gandalf repoussa son assiette et son pichet. Il avait mangé 2 miches entières, avec des masses de beurre, de miel et de crème caillebottée, et but pour le moins 1 litre d'hydromel. Et il tira sa pipe. « Je vais d'abord répondre à la seconde question, » dit-il. « Mais tiens, voyez un endroit merveilleux pour les ronds de fumée. » De fait, ils ne purent plus rien tirer de lui pendant un bon moment, car il était occupé à envoyer des ronds tournoyer autour des piliers de la salle, leur faisant prendre toutes sortes de formes et de couleurs pour les envoyer à la chasse l'un de l'autre par le trou du toit. Ils devaient paraître bien curieux de l'extérieur, s'élançant l'un après l'autre dans l'air, vert, bleu, rouge, gris argent, jaune, blanc. Certains grands, certains petits, ceux-ci se faufilaient au travers de ceux-là pour se rejoindre en forme de 8 et s'en aller au loin comme une volée d'oiseaux. « J'ai relevé des traces d'ours, » dit-il enfin. « Il a dû y avoir un vrai rassemblement d'ours ici dehors. La nuit dernière. J'ai vu de vie qu'elles ne pouvaient pas être toutes de Béorn. Il y en avait beaucoup trop, et aussi elles étaient de diverses tailles. Je dirais qu'il y avait de petits ours, de grands ours, des ours ordinaires et des ours de taille gigantesque. Et qu'ils ont tous dansé dehors de la tombée de la nuit presque jusqu'au lever du jour. Ils sont venus des montagnes de toutes les directions, sauf de l'ouest, où il y a la rivière à franchir. Dans cette direction-là ne menait qu'une seule série de pas. Aucun ne venait par ici, tous en partaient. J'ai suivi ces traces jusqu'au Carrock. Là, elles disparaissaient dans la rivière, mais l'eau était trop profonde, et le courant trop fort au-delà du rocher pour me permettre de le traverser. Il est assez facile, vous vous en souvenez, de passer de cette rive-ci au Carrock par le gué. Mais de l'autre côté, il y a une falaise qui sort tout droit d'un chenal plein de remous. Il m'a fallu parcourir des milles à pied pour trouver un endroit où la rivière fût assez large et assez peu profonde pour me permettre de marcher à gué et de nager. Après quoi, j'ai dû parcourir encore des milles en sens inverse pour retrouver les traces. À ce moment, il était trop tard pour pouvoir les suivre sur une longue distance. Elles partaient tout droit vers les forêts de pins où se trouvaient, sur le versant oriental des monts Brumeux, là où nous avons eu notre agréable réunion avec les wargs, l'avant-dernière nuit. Et maintenant, je crois avoir répondu également à votre première question, conclut Gandalf. Et il demeura un long moment silencieux. Bilbo pensa comprendre la pensée du magicien. « Mais qu'allons-nous faire » s'écria-t-il. « S'il amène ici tous les wargs et les gobelins, nous serons tous pris et tués. Vous nous aviez dit, je croyais, qu'ils n'étaient pas de leurs amis. »« C'est exact, et ne soyez pas stupides. Vous feriez mieux d'aller vous coucher, vous avez l'esprit fatigué. » Le hobbit se sentit tout écrasé. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, il alla se coucher, et, tandis que les nains continuaient leur chant, il sombra dans le sommeil, non sans continuer à creuser sa petite tête au sujet de Béorn, de sorte qu'il rêva de 100 ours noirs en train de danser en rond, de lourdes et lentes danses au clair de lune dans la cour. Puis il se réveilla alors que tout le monde dormait, et il entendit les mêmes grattements, traînages de pieds, reniflements et grognements qu'auparavant. Le lendemain matin, Béorn les réveilla tous lui-même. « Ainsi vous êtes encore là » dit-il. Il ramassa le hobbit et rit. « Vous n'avez pas encore été dévoré par les wargs, les gobelins ou les méchants ours, à ce que je vois. » Et il piqua son index dans le gilet de M. Baggins de façon fort irrespectueuse. « Jeanne au lapin redevient gras et appétissant à force de pain et de miel, » ajouta-t-il en gloussant. « Venez donc en prendre encore un peu. » Ils allèrent donc tous déjeuner avec lui. Béorn se montra fort gai pour changer. En vérité, il semblait d'excellente humeur et il les fit tous rire avec ses histoires drôles. Ils n'eurent pas à se demander longtemps où il avait été
ou pourquoi il se montrait si gentil à leur égard, car il le leur dit de lui-même. Il avait traversé la rivière et était monté jusque dans les montagnes, ce qui vous donne à comprendre qu'il pouvait voyager à vive allure, en tout cas sous sa forme d'ours. En voyant la clairière aux loups brûlés, il avait vite constaté la véracité de cette partie de leur histoire. Mais il en avait découvert davantage. Il avait attrapé un warg et un gobelin qui erraient dans la forêt. Par ceci, il avait eu des nouvelles. Les patrouilles gobelines cherchaient toujours les nains avec l'aide des wargs. Ils étaient dans la colère la plus féroce à cause de la mort du grand gobelin, et aussi parce que le chef loup avait eu le museau brûlé, et que nombre de ses principaux serviteurs étaient morts par le feu du magicien. Cela, ils le lui dirent quand il les efforça, mais il avait deviné qu'il y avait plus de méfaits en préparation et qu'il pourrait bientôt se faire une grande descente avec toute l'armée gobeline, avec ses alliés loups dans les terres qui s'étendaient à l'ombre des montagnes, afin de découvrir les nains ou de se venger des hommes et des créatures qui vivaient là et qui devaient, pensait-il, les abriter. « Votre histoire est bonne, dit Béorn, mais je l'aime encore mieux maintenant que je me suis assuré de sa véracité. Il faut me pardonner de ne pas vous avoir cru sur parole. Si vous viviez à l'orée de Mirkwood, vous ne vous fieriez pas à la parole de personne que vous ne connaissez aussi bien que votre frère. Et encore, dans la situation actuelle, tout ce que je puis dire, c'est que je me suis dépêché de revenir le plus vite possible pour assurer votre sécurité et pour vous offrir toute l'aide que je pourrais vous fournir. J'aurai dorénavant meilleure opinion des nains. Tuez le grand gobelin! Tuez le gros gobelin! Se dit-il avec un petit rire féroce. Qu'avez-vous fait du gobelin et du warg? Demanda brusquement Bilbo. Venez voir. Et ils firent avec lui le tour de la maison. Une tête de gobelin était plantée à l'extérieur de la porte, et une peau de warg était clouée à un arbre juste derrière. Béorn était un ennemi féroce, mais à présent il était leur ami. Et Gandalf jugea sage de lui raconter toute leur histoire et de lui donner la raison de leur voyage, de façon à obtenir le maximum d'aide de sa part. Voici ce qu'il promit de faire en leur faveur. Il fournirait un poney pour chacun d'eux, et à Gandalf un cheval pour le trajet jusqu'à la forêt. Il les chargeait de vivres, pour plusieurs semaines, si on les ménageait, emballés de façon qu'ils soient faciles à porter. Noix, farine, récipients scellés de fruits secs, pots de terre rouge contenant du miel et biscuits de longue conservation, dont une petite quantité leur permettrait une longue marche. La fabrication de ces biscuits était un de ses secrets. Mais il y avait dedans du miel, comme la plupart de ces aliments, et le goût en était fort agréable. Encore qu'ils donnassent soif. L'eau, leur dit-il, il n'était pas nécessaire d'en porter de ce côté de la forêt, car il y avait des ruisseaux et des sources le long du chemin. Mais votre trajet au travers de Mirkwood est sombre, dangereux et difficile, dit-il. Il n'est pas aisé d'y trouver de l'eau, non plus que de la nourriture. La saison des noix n'est pas encore venue, bien qu'elle puisse, certes, arriver et passer avant que vous ne soyez de l'autre côté. Or, les noix sont à peu près tout ce qui pousse là de mangeable. Dans ces forêts, les choses sont noirâtres, étranges et sauvages. Je vous pourvoirai d'outres pour transporter l'eau, et je vous donnerai des arcs et des flèches. Mais je doute que vous trouviez rien de sain à manger ou à boire dans Mirkwood. Il y a là, je le sais, une rivière noire et forte qui croise le chemin. Il ne faudra surtout pas y boire, ni vous y baigner, car j'ai entendu dire qu'elle porte un charme et transmet une grande somnolence et l'oubli. D'autre part, dans les ombres indistinctes de ces lieux, je pense que vous ne tirerez rien de sain ou de malsain sans vous écarter du chemin. Et cela, il ne le faut pour rien au monde. Voilà tous les conseils que je peux vous donner. Au-delà de l'orée de la forêt, je ne puis plus guère vous aider. Vous devrez compter sur votre chance, sur votre courage et sur la nourriture que j'envoie avec vous. À l'entrée de la forêt, je dois vous demander de me renvoyer mon cheval et mes poneys. Mais je vous souhaite bonne chance et ma maison vous est ouverte. Si jamais vous revenez par ici.
Ils le remercièrent, naturellement, avec maintes courbettes, maints grands mouvements de capuchon et de mains. À votre service, ô maître des vastes salles de bois. Mais ces graves paroles avaient abattu leur ardeur. Ils sentaient tous que l'aventure était beaucoup plus dangereuse qu'ils ne l'avaient pensé, et ils n'oubliaient pas que, même s'ils surmontaient tous les dangers de la route, le dragon les attendait à la fin. Toute cette matinée, ils s'affairèrent aux préparatifs. Peu après midi, ils prirent leur déjeuner avec Béorn, et, le repas terminé, ils montèrent les coursiers qu'il leur offrait, et après maints adieux, ils passèrent sa porte à bonne allure. Aussitôt après avoir quitté les hautes haies qui bordaient ces terres closes, ils se tournèrent vers le nord, puis mirent le cap sur le nord-ouest. Suivant le conseil de Béorn, ils ne cherchaient plus la grande route forestière au sud de son domaine. S'ils étaient passés par le col, le chemin les descendait des montagnes, le long d'un ruisseau qui rejoignait la grande rivière à plusieurs milles au sud du Carrock. À cet endroit, il y avait un gué profond qu'ils auraient pu franchir s'ils avaient toujours eu leur poney, et au-delà, une piste menait à l'orée des bois et à l'entrée de l'ancienne route de la vieille forêt. Mais Béorn les avait avertis qu'à présent, les gobelins empruntaient souvent cette voie, alors que la route forestière elle-même, à ce qu'ils avaient entendu dire, était recouverte de végétation, abandonnée à l'extrémité orientale, et ne menait plus qu'à des marais infranchissables, où les sentiers étaient depuis longtemps perdus. Son débouché à l'est avait toujours été aussi loin de la montagne solitaire et les aurait laissés, quand ils seraient arrivés de l'autre côté, devant une longue marche et difficile en direction du nord. Au nord du Carrock, l'orée de Mirkwood se rapprochait des bords de la grande rivière, et bien qu'à cet endroit les montagnes descendissent plus près, Béorn leur avait conseillé de prendre ce chemin, car à quelques jours de chevauchée en plein nord du Carrock, se trouvait l'entrée d'un sentier peu connu qui traversait Mirkwood, et menait presque en droite ligne vers la montagne solitaire. Les gobelins, avait dit Béorn, n'oseront pas traverser la grande rivière, à moins de 100 milles au nord du Carrock. Non plus que s'approcher de ma maison. Elle est bien protégée la nuit. Mais, à votre place, je ferai vite. Car s'ils font leur expédition bientôt, ils passeront la rivière au sud et battront toute l'orée de la forêt de façon à vous barrer la route. Et les wargs courent plus vite que les poneys. Il est toutefois plus sûr pour vous d'aller vers le nord, même si vous croyez retourner plus près de leur place forte, car c'est ce à quoi ils s'attendent le moins, et la chevauchée sera plus longue pour vous rattraper. Partez maintenant, aussi vite que vous le pourrez. C'est pourquoi ils chevauchaient maintenant en silence, galopant chaque fois que le terrain était herbeux et uni, avec les montagnes sombres à leur gauche, et au loin, la ligne de la rivière bordée d'arbres qui se rapprochait toujours davantage. Lors de leur départ, le soleil venait de passer à l'ouest, et jusqu'au soir il plana, doré, sur les terres qui les entouraient. Il était difficile de penser à des gobelins pour chasseurs, et quand ils eurent mis bien des milles entre eux et la maison de Béorn, ils commencèrent à parler et à chanter de nouveau, oubliant le sombre sentier qu'ils avaient encore devant eux. Mais au soir, quand le crépuscule tomba et que les cimes des montagnes prirent leur mine farouche dans le soleil couchant, ils établirent un campement, postèrent des sentinelles, et ne dormirent que d'un sommeil inquiet, traversé de rêves où résonnaient des hurlements de loups chasseurs et des cris de gobelins. Le lendemain matin se leva toutefois de nouveau clair et beau. Il y avait comme une brume blanche d'automne sur le sol, et l'air était frais, mais bientôt le soleil s'éleva tout rouge à l'est. Les brouillards s'évanouirent, et ils avaient disparu alors que les ombres étaient encore allongées. Nos amis chevauchèrent donc 2 ou 3 jours, sans rien avoir d'autre que l'herbe, des fleurs, des oiseaux, des arbres épars et de temps à autre, de petites hardes de cerfs broutant au coucher le soir à l'ombre. Bilbo voyait parfois pointer hors de l'herbe haute les bois, qu'ils prirent au début pour des branches mortes. Ce troisième soir, ils étaient si désireux de gagner du terrain.
Béorn leur ayant dit qu'ils atteindraient l'orée de la forêt de bonne heure le 4e jour, qu'ils continuèrent de chevaucher après le crépuscule, sous le clair de lune. Gomme la lumière... Ah, faute de frappe. Comme la lumière s'évanouissait, le hobbit crut voir tantôt vers la gauche et tantôt vers la droite une ombre vague d'un grand ours qui rôdait, suivant la même direction qu'eux. Mais s'il ne risquait pas à en parler à Gandalf... s'il se risquait à en parler à Gandalf, le magicien se contentait de répondre « Chut, n'y faites pas attention ». Le lendemain, ils se mirent en route avant l'aube, malgré la brièveté de leur nuit. Dès qu'il fit jour, ils purent voir la forêt approcher comme si elle venait à leur rencontre, ou les attendre comme un mur noir et menaçant. Le sol s'élevait graduellement, et il sembla aux hobbits qu'un silence commençait à les entourer. Les oiseaux chantaient moins, il n'y avait plus de cerfs, on ne voyait même plus de lapins. Au début de l'après-midi, ils avaient atteint les avancées de Mirkwood, et ils se reposaient presque sous les grandes branches surplombantes des premiers arbres. Les troncs en étaient énormes et rugueux, les branches tordues, les feuilles longues et sombres. Du lierre les enserrait et rampait sur la terre. « Eh bien, nous voici à Mirkwood, » dit Gandalf. « La plus grande des forêts du monde nordique. J'espère que vous en aimez l'aspect. Maintenant, il faut renvoyer ces excellents poneys que vous avez empruntés. » Les nains étaient portés à murmurer la contre. Mais le magicien leur dit qu'ils n'étaient que des fous. « Béorn n'est pas aussi loin que vous semblez l'imaginer, et vous feriez mieux de tenir vos promesses de toute façon, car c'est un ennemi redoutable. Les yeux de M. Baggins sont plus perçants que les vôtres. Si vous n'avez pas vu tous les soirs, la nuit tombée, un grand ours qui nous suivait ou qui, assis au loin sous la lune, observait nos campements. Non pas seulement pour vous garder et vous guider, mais aussi pour avoir l'œil sur ses poneys. Béorn est peut-être votre ami, mais il aime ses animaux comme il aimerait ses propres enfants. Vous ne pouvez savoir quelle bienveillance il vous a témoigné en laissant des nains les monter si loin et à un tel train, ni ce qui vous arriverait si vous essayiez de les emmener dans la forêt. « Et le cheval, alors ?» dit Thorin. « Vous ne parlez pas de le renvoyer, lui. »« Je n'en parle pas parce que je ne le renvoie pas. »« Et votre promesse à vous, alors ?»« J'y veillerai. Je ne renvoie pas le cheval, je le monte. » Ils surent alors que Gandalf allait les quitter à l'orée même de Mirkwood, et ils en furent au désespoir. Mais rien de ce qu'ils trouvèrent à dire ne put modifier sa décision. « Allons, nous sommes déjà entièrement expliqués là-dessus, à notre arrivée sur le Carrock, » dit-il. « Il ne sert à rien de discuter. J'ai, je vous l'ai dit, des affaires urgentes à régler dans le sud, et je suis peut-être en retard pour m'être occupé de vous et de vous autres. Peut-être même nous reverrons-nous avant que tout ne soit terminé, et peut-être que non, bien sûr. Cela dépendra de votre chance, de votre courage et de votre raison. Et je vous ai fait accompagner par M. Baggins. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus en lui que vous ne le pensez, et vous vous en apercevrez avant peu. Alors, courage, Bilbo, et n'ayez pas l'air si renfrogné. Courage, Thorin et compagnie, c'est votre expédition, après tout. Pensez au trésor qui est au bout et oubliez la forêt et le dragon, tout au moins jusqu'à demain matin. » Le lendemain venu, ils n'avaient pas changé d'idée. Il n'y avait donc plus rien à faire que de remplir les outres à une source claire qu'ils trouvèrent près de l'entrée de la forêt et décharger les poneys. Ils distribuèrent les colis le plus équitablement possible, encore que Bilbo eut l'impression que son lot était d'une fâcheuse lourdeur et qu'il n'aimait pas du tout l'idée de cheminer pendant des milles et des milles avec tout cela sur le dos. « Ne vous en faites donc pas, » dit Thorin. « Le chargement ne s'allégera que trop vite. Nous ne tarderons guère à regretter tous que nos paquets ne soient pas plus lourds, quand les vivres commenceront à se faire rares. » Enfin, ils firent leurs adieux aux poneys et les dirigèrent vers la maison. Les bêtes s'en furent d'un petit trot allègre,
paraissant fort heureuse de tourner la queue vers les ombres de Mirkwood. Comme ils s'éloignaient, Bilbo aurait pu jurer que quelque chose comme un ours quittait l'obscurité des arbres et s'en allait d'un pas lourd mais rapide derrière eux. Après cela, Gandalf lui aussi leur souhaita bonne chance. Bilbo s'assit à terre, très malheureux et regrettant de ne pas être à côté du magicien sur son grand cheval. Il avait juste pénétré dans la grande forêt après le petit déjeuner, un petit déjeuner bien médiocre, et l'endroit lui avait paru le matin aussi sombre que la nuit est très mystérieux. Le sentiment d'une sorte d'observation et d'attente, s'était-il dit. « Au revoir, dit Gandalf à Thorin. Et au revoir à vous tous, au revoir. Tout droit, au travers de la forêt, voilà votre chemin maintenant. Ne vous écartez pas de la piste. Autrement, il y a 999 chances sur 1000 que vous ne la retrouviez point et que vous ne sortiez jamais de Mirkwood. Et alors, je suppose que ni moi ni personne ne vous repérera plus. Faut-il vraiment que nous passions par là ? Gémit le hobbit. Oui, certes, dit le magicien. Pour peu que vous vouliez arriver de l'autre côté. Ou vous devez traverser Mirkwood, ou vous devez renoncer à votre quête. Et je ne vais pas vous laisser vous dérober maintenant, monsieur Baggins. J'ai honte pour vous d'y penser seulement. Vous devez veiller sur tous ces nains pour moi, dit-il, riant. Non, non, dit Bilbo. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'y a-t-il pas un chemin qui contourne la forêt ? Si, pour peu que vous vouliez vous détourner de 200 000 environ de votre route vers le nord, et du double vers le sud. Mais même alors, vous n'auriez pas un chemin sûr. Il n'en est aucun en cette prairie du monde. Rappelez-vous que vous vous trouvez au-delà de l'orée du désert à présent, et que vous voilà partis pour toutes sortes de distractions, où que vous alliez. Avant d'avoir pu contourner Mirkwood par le nord, vous vous trouveriez en plein sur les pentes des montagnes grises. Et elles sont tout simplement truffées de gobelins, de farfadets et d'orques de la pire sorte. Avant de l'avoir contourné par le sud, vous seriez sur les terres du nécromancien. Et même à vous, Bilbo, il n'est pas nécessaire de raconter des histoires sur ce sorcier noir. Je ne vous conseille pas du tout d'approcher des lieux qui dominent sa tour. Tenez-vous-en à la piste forestière, ne vous laissez pas abattre, ne désespérez pas, et, avec beaucoup de chance, il se peut que vous en sortiez un jour et que vous voyiez devant vous les longs marais et, les dominant loin à l'est, la montagne solitaire où vit le cher vieux Smaug. Encore souhaiteriez-je qu'ils ne vous attendent pas. Voilà qui est très réconfortant, pour sûr. Adieu, grogna Thorin. Si vous ne voulez pas venir avec nous, mieux vaudrait partir sans autre commentaire. Eh bien, adieu, adieu pour de vrai, dit Gandalf. Il tourna son cheval et partit vers l'ouest. Mais il ne peut résister à la tentation d'avoir le dernier mot. Avant d'être tout à fait hors de portée de la voix, il se retourna et, les mains en porte-voix, il cria dans leur direction. « Adieu! Soyez sages! Prenez bien soin de vous-même et ne quittez pas le sentier !» Après quoi, il s'enfuit au galop et ils le perdurent bientôt de vue. « Oh, adieu et fichez le camp !» grognèrent les nains, d'autant plus irrités qu'ils étaient tous désemparés de l'avoir perdu. Alors commença la partie la plus dangereuse du voyage. Chacun se chargea du lourd colis et de l'outre qui lui revenait. Ils se détournèrent de la lumière qui s'étendait sur les terres extérieures et ils plongèrent dans la forêt. Voici la fin du chapitre 7. Donc la prochaine fois, nous pourrons reprendre au numéro 8, Mouches et araignées. Allez, du coup, je vais vous remettre la musique. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Faites de doux rêves. Et à la prochaine.